Bonjour à tous et bienvenue sur dsnb.fr. La Côte d'Ivoire a présenté ses potentialités agricoles le mercredi 26 février à Paris, porte de Versailles, à l'occasion du Salon international de l'agriculture qui a consacré cette journée au premier producteur mondial de cacao, de noix de cajou et de noix de cola, j'en passe. Une agriculture pour laquelle le ministre Kobena Kwasi Adjoumani ne manque pas d'éloges devant bailleurs de fonds et investisseurs lors d'une conférence ministérielle au pavillon 1 du parc des expositions. Parce que aujourd'hui, nous sommes fiers de notre production cacaoyère, que la réforme même a été faite pour permettre de développer ce secteur d'activité qui est vital pour la Côte d'Ivoire. En matière de noix de cajou, non seulement nous sommes premiers au niveau mondial avec 800 000 tonnes de production, mais nous produisons la meilleure noix de qualité. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a de nombreux investisseurs qui viennent en Côte d'Ivoire, qui pour acheter notre noix de cajou, qui aussi pour s'installer en vue de sa transformation. Mais nous avons fait des découvertes énormes aussi, les dérivés de la noix de cajou. Avec la pomme, on peut fabriquer aujourd'hui des liqueurs, des jus de fruits, on peut également fabriquer de l'alcool et de bien d'autres choses. Donc c'est dire que c'est un secteur qui est porteur. La preuve, nous, le directeur général du Conseil Café Coton en Arcade était avec moi dans les zones productrices où de la sensibilisation est faite, parce qu'il y a des fauteurs de troubles qui viennent dans ces régions-là pour vouloir acheter notre noix de cajou qui est très prisée et que d'autres pays veulent avoir pour renforcer leur acquis en matière de production de noix de cajou. Et Dieu merci, de plus en plus, cette bataille est menée et cela fait que aujourd'hui là, nous pouvons être fiers de nos forces de l'ordre qui agissent sur le terrain et qui également font des saisies chaque jour que Dieu fait. Donc c'est dire qu'en Côte d'Ivoire, non seulement nous sommes premiers producteurs de noix de cajou, mais nous sommes aussi le pays qui fournit la bonne qualité de noix de cajou. En matière de bananes dessertes, vous-même vous le savez, aujourd'hui, chaque fois que vous avez 3 bananes en France ici, dans vos supermarchés, dites-vous qu'il y a une de ces bananes-là qui vient de la Côte d'Ivoire. Je dirais même peut-être 2. Et l'Union européenne aussi aide la Côte d'Ivoire à pouvoir produire davantage. Et vous savez très bien que notre ananas est le meilleur ananas au monde. Quand vous mettez dans votre bouche, sans même vouloir utiliser vos doigts, vous voyez que ça fond dans la bouche. Mais prenez le secteur du papier à huile, qui est aujourd'hui une habitude alimentaire. Et ça, je vous le dis, contrairement aux gens qui font une propagande en défaveur de ce produit, qui est très prisé depuis notre enfance. Nous avons toujours utilisé l'huile de palmier. Alors pourquoi aujourd'hui on fait croire que cette huile n'est pas bonne? Ceux qui le disent ne veulent pas que vous soyez en bonne santé, parce que c'est de l'huile très prisée que nous consommons en Côte d'Ivoire et qui donne vie aux Ivoiriens. Oui. Tous ceux qui pensent détruire ce produit-là pour plonger des populations dans la détresse et dans la pauvreté, ils en auront pour leur compte, parce que la sous-région est déjà imprégnée des réalités de cette huile et que nous utilisons aussi pour la peau et bien d'autres choses. Alors, le directeur général est là. C'est pas ça? Mais la cola, vous avez vu, le ministre sénégalais était sur nos stands, a été impressionné par la transformation qu'on fait de cette cola. Il y a de la poudre de cola,
Il y a également de la liqueur de cola. Et vous savez très bien que la cola a des vertus dont je n'ose parler ici. C'est au moment de venir sur le stand que nous allons vous parler de toutes ces vertus-là. Bon, c'est dire que notre pays va toujours reposer sur l'agriculture. Depuis toujours, on n'a jamais parlé de famine en Côte d'Ivoire. Parce que les Ivoiriens sont des agriculteurs chevronnés. Ils travaillent la terre. Donc quand vous prenez les pistes, vous prenez les routes, vous allez trouver qu'il y a de la nourriture en abondance. Donc c'est dire que nous ne pouvons jamais tourner le dos à l'agriculture qui est pour nous quelque chose de primordial. C'est vrai que, indépendamment de cette agriculture, il y a des ressources nouvelles qui apparaissent. Aujourd'hui, on produit du pétrole, du gaz et de bien d'autres choses. Mais notre agriculture, vraiment, c'est quelque chose de sacré auquel nous sommes intimement liés et jamais nous n'allons l'abandonner. La participation de la Côte d'Ivoire à ce Salon international de l'agriculture est axée cette année sur un thème assez précis, l'entrepreneuriat agricole et la modernisation de l'agriculture en Côte d'Ivoire. Dans les agropoles, on va créer des agripreneurs. On va mettre en place, installer des agripreneurs. Donc dans chaque agropole, on va prendre à peu près 1000 personnes et ces 1000 personnes seront formées. Et ces 1000 personnes seront formées de telle sorte qu'on puisse les installer. Mais l'État de Côte d'Ivoire ne va pas installer tous les 800, il y a juste 200 personnes qui vont être installées par agropole. Donc à terme, quand on va finir, on aura des petites et moyennes entreprises agricoles installées dans chaque agropole. Au total, jusqu'en 2025, on aura à peu près entre 1500 et 2000 PME agricoles installées, bien sûr. Alors, comment sur ce schéma-là, on crée, bien sûr, on fait la modernisation. Sur le bloc de production, on a créé des centres d'agrégation et de services. Dans ces centres d'agrégation et de services, il y aura tous les services concernant l'irrigation, concernant la mécanisation agricole, concernant les semences, concernant bien sûr le conseil agricole digital, etc., etc. Dans la partie sur la logistique et la commercialisation, tous les services qui sont liés aux magasins qui vont être connectés de telle sorte que les quantités soient connues, les prix soient connus, la provenance soit connue, tous ces services-là seront créés. Et puis enfin, au niveau du hub de transformation, on va mettre en place un hub de service sur à peu près 100 hectares dans chaque agropole et qui va permettre effectivement à toutes les petites unités de transformation d'avoir tous les services qui sont utiles pour qu'une entreprise puisse effectivement travailler normalement. Et l'élevage ivoirien n'a pas été ignoré lors de cette journée Côte d'Ivoire. Et c'est le ministre des Ressources animales et halieutiques, Moussa Dosso lui-même, qui a présenté les projets ivoiriens. En ce qui concerne mon département, on a, c'est vrai, des contacts avec le CIRAT, on a des contacts avec quelques coopératives d'éleveurs et de pisciculture. Mais j'aimerais bien qu'on puisse donner un peu plus d'amplitude à cela, car le déficit en matière, dans les secteurs bovins, un gros déficit. C'est la même chose dans les capots. Et au niveau du porc, là n'en parlons pas, la Côte d'Ivoire produit à peine 10-15% de ce besoin. Là, il y a un gros potentiel que j'invite bien sûr tous les acteurs français dans ces secteurs peuvent faire les déplacements pour venir voir les opportunités que nous offrons dans ce secteur. Et la même chose au niveau de la pisciculture et de l'aquaculture, donc on ne va pas dire les poissons. Là aussi, les besoins sont importants, le déficit aussi. Aujourd'hui, en gros, bon an, mal an, on importe à peu près un peu plus de 350 000 tonnes. C'est énorme. Ça fait beaucoup de sorties de devises que nous recherchons aujourd'hui. Ce sont des partenaires qui ont de l'expérience, qui ont des moyens et dans une coopération
et dans un partage d'intérêts, réaliser des projets en Côte d'Ivoire. Plusieurs questions essentielles étaient à l'ordre du jour de cette conférence ministérielle, dont la consommation de l'huile de palme, les problèmes fonciers, l'utilisation supposée des produits chimiques dans l'agriculture ivoirienne, dont le glyphosate, la culture du riz qui désormais a son propre ministère, et la question du statut du planteur ivoirien. Si vous suivez bien l'actualité, cette année, le prix du kilogramme de cacao est passé à 825 francs. 825 francs, le président de la République a voulu que plus de 60% du prix CAF soit reversé aux producteurs pour couronner leurs efforts. C'est ce qui a été fait. Et aujourd'hui encore, des efforts sont en train d'être faits pour permettre aux producteurs de disposer également au-delà de ce prix. C'était 775 l'année dernière et cette année 825, soit plus de, je crois, 50 francs de différence. Et avec ces 50 francs de différence, c'est plus de 55 milliards de francs supplémentaires consentis par l'État de Côte d'Ivoire. Cela est très important. En ce qui concerne par exemple le coton, nous étions à 260 francs CFA. Le président de la République a souhaité que cette année ce soit à 300 francs et le prix du kilogramme de coton est passé à 300 francs CFA contre 275 francs au Burkina Faso. Donc vous voyez également l'effort consenti par l'État de Côte d'Ivoire qui subventionne ce prix à hauteur de 21 milliards de francs CFA. Que dire de la noix de cajou? Aujourd'hui, nous constatons une chute du prix au niveau mondial. Ceci vient du web. Mais le président a demandé que cela soit fixé à 400 francs contre 375 francs l'année dernière. Donc vous voyez qu'il y a des augmentations qui sont faites. En ce qui concerne le café, lorsqu'on tient compte du prix mondial et sur la base des rapports qui ont été faits par le Conseil du café et du cacao, le prix par rapport aux 60% devrait être 473 francs. Mais le président a souhaité qu'on aille au-delà en fixant le prix du kilogramme de café à 700 francs. Et ce sont plus de 21 milliards de francs CFA, non 22 milliards pour le café, je crois, 22 milliards de francs CFA. Et tout récemment, lorsqu'on tient compte du prix même encore, c'est plus de 32 milliards qui sont les sacrifices faits par le gouvernement pour soutenir ce produit et permettre aux producteurs vraiment de vivre décemment. Donc vous voyez qu'au niveau de nos cultures de rente, il y a une amélioration du prix de revenu du kilogramme aux producteurs. Pour le café, ce sont plus 60%, mais nous sommes allés à 91% du prix CAF. Donc on ne peut pas dire que le paysan est lésé dans la fixation du prix du kilogramme, que ce soit du cacao, du café, du coton et de la noix de cajou. Mais aujourd'hui, le président a mis en place une politique
dont l'objet consiste à transformer nos produits au plan local. Parce que la meilleure façon de rendre le producteur autonome, de lui permettre d'être vraiment à l'aise, c'est de pouvoir transformer le produit au niveau local afin qu'il y ait une plus-value et que lui aussi il puisse en bénéficier. Pour récompenser tous ces efforts, ce sont des produits que nous avons dans nos pays, mais nous ne les consommons pas. Ils sont combien d'Ivoiriens aujourd'hui à prendre le café le matin? Même le paysan qui plante et qui récolte, il ne prend même pas le café le matin. Ça veut dire que nous produisons quelque chose que nous ne consommons pas. Il en est de même du cacao, de la noix de cajou. Donc notre politique aujourd'hui, c'est de faire en sorte que ce que nous produisons puisse être consommé au niveau local. Donc il faut vulgariser la consommation, par exemple, du chocolat, du café. Mais dans les universités, dans les écoles, les enfants, lorsqu'ils consomment le chocolat, ça peut leur permettre une certaine croissance. Donc c'est cette politique-là que nous devons faire pour rendre durable notre cacao. Autrement dit, au niveau international, ceux qui consomment notre cacao vont fixer selon leur humeur le prix. Or, si nous-mêmes nous savons consommer, ce n'est pas comme l'igname. J'ai souvent une fois dit, l'igname à Bondoukou, le paysan qui est à son igname, qui va vendre, quand on n'achète pas, il ramène, qu'est-ce qu'il fait? Il consomme son igname. Donc, il n'a rien perdu. Mais si vous avez à votre disposition la noix de cajou, avec ses coques, si les gens n'achètent pas, vous en faites quoi? Vous allez laisser à la maison, encore que peut-être si vous laissez à la maison, sous l'effet des souillures, ça peut entraîner d'autres maladies. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut saluer l'effort du gouvernement, l'effort du président de la République, qui a pour souci d'aider les producteurs. Donc, voyez-vous, vous avez parlé de conflits fonciers et quelle politique nous mettons en place pour régler ce problème de conflit foncier. Vous savez, il faut éviter de faire une mauvaise interprétation de la loi. Effectivement, quand on a parlé de foncier rural, quand on a parlé de limite des terres, il y a des gens qui, parce qu'ils sont les premiers à s'installer sur une terre, parce que les autres sont venus après, ces premiers-là pensent qu'ils ont droit de vie sur ceux qui étaient là. Et qui leur imposent de nouvelles façons de vivre sur ces terres. Alors que le gouvernement a voulu savoir seulement les limites dues aux différentes installations qui sont faites pour permettre de peut-être dénommer certaines portions de terre. Mais ce n'est pas pour dire que, puisque la limite est ici, si moi j'ai ma plantation au-delà de la limite, alors cette plantation revient au village de départ, le village qui a été le premier à s'installer. Et donc il y a des amalgames qui sont faits dans l'interprétation des textes. Ce qui fait que aujourd'hui on a des conflits un peu partout, mais je crois que l'AFOR, qui est une structure sous tutelle du ministère de l'Agriculture, est sur le terrain en train d'expliquer le bien fondé donc de la cohabitation et également des partages des terres, même si on a été le premier à être installé sur une portion de terre. Je crois que nous allons renforcer
ces tournées de sensibilisation pour éviter que les gens ne fassent d'autres interprétations. Et puis, il ne faudrait pas aussi que, en sourdine, des gens tapis dans l'ombre essaient d'activer ça en permettant que demain, il y ait encore des conflits qu'on ne peut pas arrêter. Vous avez parlé du conflit foncier qu'il y a aujourd'hui à Biankouma. Nous avons été surpris donc par cela dans les journaux aujourd'hui. Je ne connais pas la teneur de ces conflits, mais il faut les éviter. Nous avons appris à vivre ensemble et depuis toujours, la Côte d'Ivoire a été une terre d'accueil. Ce n'est pas aujourd'hui où nous allons mettre fin à cette façon de vivre ensemble. Vous avez parlé du statut des paysans. Quel est aujourd'hui le statut des paysans? Vous savez, c'est vrai, les gens parlent de plus en plus de paysans qui doivent aller à la retraite. Il faut payer la retraite des paysans. Mais le paysan ne cotise pas pour qu'on puisse lui autoriser une retraite. Et je crois qu'avec donc les filières qui sont installées, eux-mêmes peuvent réfléchir sur la façon de voir les choses. S'ils veulent cotiser dans le cadre, par exemple, de la CNPS, pour que à la fin, à tel âge, on ne puisse plus aller au champ. Et puis, la plupart du temps, nos parents, même à l'âge de 80 ans, ils veulent aller au champ quand ils peuvent encore tenir sur pied. La loi d'orientation agricole prévoit cela. Il faut un décret pour la formaliser. Et si c'est formalisé, c'est à eux maintenant de dire, même quand on dit il y a le statut des fonctionnaires, quand ils vont à la retraite, ils disposent de quelque chose. Mais c'est quand ils cotisent. Il y a des fonctionnaires, quelque part, qui ne cotisent pas. Mais quand vous ne cotisez pas, vous ne pouvez pas être bénéficiaire de droits de retraite. Et on nous dit qu'au moment où on est en train de décrier le fait que il y a la déforestation, on est encore en train d'organiser la filière EVA palmier à huile. Mais ce que vous devez savoir, c'est que les plantations de palmiers à huile existent depuis belle lurette, depuis même avant les indépendances. Quand vous allez du côté de Eania, où on dit il y a 12 000 hectares de plantations en un seul tenant, ce sont des plantations qui existent. Ce sont les mêmes espaces qu'on reforme quand le palmier pour atteindre sa retraite, comme on dit. C'est-à-dire quand on n'a plus besoin, quand le palmier n'est plus rentable, c'est à quel âge? 25 ans. Mais à 25 ans, on l'a fait tomber et puis encore on replante. Ce sont les mêmes espaces qui sont utilisés pour les plantations. Donc il n'y a pas à proprement parler de déforestation. À un moment, les gens ont fait croire que il ne faut pas produire l'huile de palme parce que ça a des vertus douteuses. Et puis après, quand scientifiquement ça a été justifié que c'est de la bonne huile, on dit maintenant c'est la déforestation. Et on nous conseille l'huile d'olive, l'huile de tournesol, l'huile de choses. Mais nous, on ne plante pas ça là-bas. C'est ça qui est la réalité. On sait que l'huile d'olive, là, ça vient d'Europe. L'huile de tournesol, ça vient d'Europe et des autres pays. Et maintenant, on nous impose cette huile-là. Nous allons l'acheter au détriment de celle que nous connaissons, qui n'a même pas de goût. Alors que l'huile de palme, ça a un goût. On sent vraiment les graines de palme. Et c'est les meilleurs. Donc aujourd'hui, nous, on ne peut pas, en venant ici en Europe, suivre les gens qui veulent nous déstabiliser, rendre nos pays pauvres, en faisant croire que non, il ne faut pas... Mais si on met fin à cela,
Mais regardez toutes ces plantations villageoises, toutes ces plantations industrielles. Mais ce sont des... C'est-à-dire c'est la pauvreté qui va davantage s'accentuer. Mais nous, nos mamans ont mangé de cette huile. Nos grands-mères. Et souvent même, moi, ma maman actuellement a plus de 90 ans. Mais sa sauce préférée, c'est la sauce de palmier, de graines. Sauce graine. Mais moi qui voudrais ne pas manger la sauce graine sous prétexte qu'on dit que ça peut me contaminer. Mais moi, je ne peux pas vivre autant que peut-être ma maman. Parce que je veux suivre l'huile de palme, c'est la meilleure huile et vous devez en faire la promotion au niveau. Donc, parce que c'est ce que nous savons produire. Et c'est ce que nous avons toujours goûté. Donc, on ne peut pas nous imposer une autre huile. En tout cas, l'huile de tournesol, c'est bon, mais c'est cher. L'huile d'olive, c'est bon, mais c'est cher. Mais l'huile de palme, il suffit d'aller au champ. Et puis, c'est quelque chose de naturel. Et regardez, quand nous allons dans nos plantations, même dans nos champs, ça pousse naturellement. Et c'est ce qu'on a développé pour faire d'autres types de palmiers qui produisent davantage. Mais depuis quand vous avez mangé à de l'huile, ou bien de l'huile de palme, ou bien manger de la sauce graine, et puis trouver la mort. Trouvez-moi un exemple. Donc, monsieur, nous allons formaliser cela. Et l'EVA également, c'est pour ça qu'on a créé un conseil pour rendre, pour rendre compétitif cette filière. Et nous les avons couplés. Voyez-vous, il y a le conseil café-cacao. On sait que dans le binôme café-cacao, c'est le cacao qui domine et qui essaie de tirer un peu le café vers le haut, coton en arcade. Bon, c'est mi-figue, mi-raisin, mais les deux cheminent ensemble. Palmier et EVA. Le palmier, ça marche bien, donc qui veut tirer l'EVA. Avant, c'était bien l'EVA. Aujourd'hui, l'EVA connaît une chute, et l'huile également, mais maintenant, on veut tuer l'huile pour que les deux structures tombent définitivement et s'éclatent. Non, faisons en sorte de consommer local, c'est ce qui va pour notre santé et je vous remercie. Le glyphosate. Sincèrement, j'ai posé la question à mon collaborateur. J'ai dit, mais glyphosate, là, c'est quoi? Parce que moi, je veux être objectif. Ben, je n'en ai jamais entendu parler. Ça veut dire que moi-même, en tant que producteur, je n'utilise pas dans mes plantations. Par contre, ce sont des produits qui sont vendus de façon illicite. Mais le commerce illicite, quand ça existe, il faut donc le contrer. Et je crois que, monsieur le directeur général, j'espère que vous faites des efforts pour contrer tout cela. Voilà, non, je vous donne la parole, répondez, parce que votre affaire de... le directeur, justement, qui est là, il ajoute là-dessus. Voilà. Mais peut-être avant, monsieur le ministre, il y a beaucoup de produits comme ça, chimiques, qui sont utilisés très souvent de façon anarchique dans le secteur agricole. Et il y a un projet que la BID a financé récemment et qui va commencer à se mettre en œuvre pour faire la cartographie de la fertilité des sols en Côte d'Ivoire. En réalité, tout ce qu'on va dire, quelles que soient les restrictions et tout, si on n'a pas cette cartographie des sols, dès que quelqu'un trouvera un produit même qui n'est pas bon, il va l'utiliser et qui va causer des problèmes à terme. Cette cartographie va permettre de pouvoir dire à ceux qui nous vendent ces produits qu'on utilise dans l'agriculture, de faire des produits chimiques dédiés, des produits chimiques appropriés pour nos sols et pour nos cultures. Donc ce travail-là est en cours. Mais en attendant, effectivement, il y a beaucoup de problèmes comme ça sur place. C'est le directeur de l'ANADA, donc du laboratoire, et qui peut bien sûr nous aider pour ça. Bonjour, monsieur le ministre. D'accord. Et l'information, excusez-moi, l'information qu'il vient de me donner, c'est que c'est encore utilisé en France. Exactement. Parce que ça ne sort que le 1er juillet. D'accord. 2021. Voilà, donc vous avez bien compris, c'est ici même où on l'utilise davantage. Voilà.
Le DG de l'ADERI, il est là, non? Ouais, il faut leur parler un peu. Je voudrais sincèrement vous remercier de la part du ministre de la promotion de l'agriculture et un nouveau ministère qui vient de se mettre en place, qui démontre la volonté de la Côte d'Ivoire d'être autosuffisant en riz, compte tenu du potentiel dont nous disposons en terre, en pluie, en semences. On a tout le potentiel pour cela. Concernant la question, effectivement, nous disposons en Côte d'Ivoire de près de 500 000 hectares de terres irrigables. Et, monsieur le ministre, tout à l'heure, a parlé de la loi la loi d'orientation agricole, qui indique que les aménagements sont du ressort de l'État, parce que ça coûte excessivement cher. Mais, il a parlé de 3 millions d'hectares, mais c'est même plus dans certains cas. Nous avons plusieurs types d'aménagements, ce qu'on appelle le prise de fil de l'eau. Vous avez par exemple une rivière, mais qui est permanente, qu'on peut bloquer à un moment donné, et qu'on distribue dans les parcelles. Ça, on appelle ça les prises de fil de l'eau. C'est entre 800 000 et 2 millions d'hectares. Oui, mais ça dure combien de temps? Entre 35 et 55 ans. Donc c'est un investissement, si on relativise, qui n'est pas aussi cher que ça. Mais l'État dit, comme c'est important, ça c'est de mon ressort, conformément à la loi. Donc si vous avez ce qu'on appelle les barrages et tout ça, là, vous allez souvent jusqu'à 35 000 francs l'hectare. Donc c'est des investissements qui coûtent cher, et c'est quoi l'État dit, bon, comme je veux développer mon agriculture, comme M. le ministre vient de dire, je veux être autosuffisant, cette partie de l'investissement est de mon ressort, pour que les investisseurs puissent avoir cela, et les attirer pour venir investir dans l'agriculture. Vraiment rapidement, M. le ministre. Merci. La demande ivoirienne en riz actuellement est de 1 800 000 tonnes. La demande de riz. Nous produisions avant la crise entre 750 000 tonnes. Aujourd'hui, nous produisons 1 300 000 tonnes. Donc il y a toujours un déficit. Il y a un déficit. Nous sommes passés de 750 à 1 300 000 tonnes. Et le paradoxe, c'est quoi? C'est qu'on devait importer la différence, environ 500 000 tonnes. Mais nous importons 1 200 000 tonnes. Voilà. Ça n'a aucune relation avec cette différence-là. Pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire est un pays avec un grand port qui reçoit du riz et qui réexporte ce riz. Et cette réexportation est prise en compte dans nos calculs parce que quand ça arrive en Côte d'Ivoire, ça va au Mali. Non, ça va. D'abord, on refait le conditionnement. Par exemple, il y a un riz qui est beaucoup d'Ivoire, le riz Oncle Sam. Le riz n'est pas importé Oncle Sam. Le terme Oncle Sam apparaît en Côte d'Ivoire. Il est importé en vrac, reconditionné, et on met une étiquette dessus Oncle Sam. Quand vous voyez qu'on consomme du riz Oncle Sam au Burkina, au Mali, au Sénégal, au Nigeria, ça vient de Côte d'Ivoire. Donc c'est des informations qui sont là. Merci beaucoup. Donc vous voyez comment nous sommes brisés. Nous sommes les Oncle Sam. Merci beaucoup.